Bon, ben, c'est parti. Je vais commencer par saluer les gens qui sont là et qui nous regardent aujourd'hui. Salut tout le monde, parce que aujourd'hui, au Raconteur d'affaires, on fait quelque chose de spécial. On fait un podcast. On rencontre un entrepreneur québécois qui est venu changer la face des bobettes au Québec. Je viens rencontrer Philippe Vachon. Salut, Phil. Salut! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Yes, ça va bien. Aujourd'hui, je suis content que tu sois là, puis je suis d'autant plus content parce que c'est toi qui a fait appel à moi. Moi, j'avais publié un Facebook en disant que je cherchais des entrepreneurs comme toi qui auraient le goût de parler de leur expérience, puis tu as levé la main. Et fait que je suis bien content de t'avoir dans le tout premier podcast d'entrevue du Raconteur d'affaires. T'es-tu excité? Très excité. Ça me fait plaisir. J'aime ça faire ça. C'est cool. C'est le fun de raconter son histoire. Puis si on peut inspirer quelqu'un par la bande, ben, tant mieux. Ben, c'est bien vrai, ça. Phil, on va commencer. On va commencer à la base. Pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que j'imagine, il y a beaucoup de gens qui connaissent ton entreprise, mais te connaître toi, j'imagine que c'est pas tout le monde qui te connaît. Comment tu te décrirais? 38 ans, j'étais un gars assez sportif, j'étais un gars qui est toujours voulu être en affaires. J'ai eu un parcours un peu atypique parce que je m'en allais, moi je voulais faire mon droit, c'était ça mon objectif, mais j'ai eu une opportunité d'affaires durant mes études au cégep. Puis moi, je n'ai pas d'un milieu entrepreneurial, donc je voulais vraiment... Je ne savais pas par où commencer pour être en affaires. Puis, tu sais, si on retourne à 98-99, être entrepreneur, c'était pas sexy comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est très valorisé avec l'émission Les Dragons, des choses comme ça. On a beaucoup de modèles d'entrepreneurs aujourd'hui, mais à l'époque, moi, j'avais une couple de mes amis que leurs parents étaient entrepreneurs. Je m'accrochais à ça, mais c'était plus ou moins palpable pour moi. Puis, c'est plate, mais je ne suis pas un génie qui a inventé quelque chose. Donc, il fallait que je trouve une opportunité. Puis, la première opportunité que j'ai eue, j'ai sauté dessus, je l'ai pris. Mais ça l'a fait dévier un petit peu mon parcours parce que ça a été une mauvaise expérience, mais ça m'a lancé dans l'entrepreneuriat. OK. Là, bon, on va brûler le punch tout de suite, là. Ouais. En ce moment, c'est quoi ta position et c'est quoi la compagnie? OK, donc moi, c'est mesbobettes.ca où il y en a qui peuvent dire simplement Mesbobettes parce qu'on a aussi des magasins physiques, mais nous, on se positionne vraiment comme mesbobettes.ca. Le gros de notre chiffre d'affaires, c'est sur Internet. Donc, mesbobettes.ca, c'est vraiment le nom de l'entreprise. Moi, je suis président/CEO, là. Donc, je suis vraiment comme en charge des opérations. J'ai des associés dans l'entreprise. Donc, je ne suis pas tout seul, mais je suis le visage de l'entreprise depuis peut-être 2 ou 3 années parce que j'étais allé au Dragon. On a eu un gros succès. Puis là, depuis ce temps-là, ben là, veux pas, mon équipe marketing aime beaucoup ça, me mettre en avant parce qu'il y a comme un lien qu'on peut faire avec l'émission. Puis on fait du millage là-dessus depuis 2-3 ans. Puis à chaque fois qu'on le fait, c'est super bien. Puis là, comme en ce moment, on n'a rien qui roule. Puis on s'est dit, il faudrait faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que là, on me connaît un peu plus. Puis je suis un peu plus à l'avant. Je comprends ça. Mais tantôt, tu as dit un truc intéressant. Tu as dit... Finalement, tu as démarré tout ça, puis c'est suite à un échec, c'est ça? Ouais. Peux-tu me raconter un peu? Moi, c'est ça. Moi, j'ai eu un premier échec vraiment début vingtaine. Là, si je ne me trompe pas, c'est 20-21 ans. Là, j'ai vraiment tout perdu. Là. On a passé au feu. Mon premier investissement, j'ai investi dans une petite chaîne de magasins spécialisée dans le sport extrême, puis ça a vraiment mal viré. On a passé au feu, faillite de compagnie, faillite personnelle. Non. Ça partait très, très mal. Puis, tu sais, c'est le genre de projet que mes parents m'avaient dit, embarque pas là-dedans. Puis moi, je l'ai fait parce que je voyais une opportunité d'affaires. Je voyais vraiment quelque chose. Puis j'étais passionné par ça. Je tripais. Mais, tu sais, j'avais lâché mes études, me concentrer à temps plein là-dedans pour essayer de comme maximiser mon investissement que j'avais fait. Puis ça a vraiment mal viré. Donc, pendant 1 an ou 2, je me suis cherché beaucoup. J'essayais de me relancer en affaires. Puis là, ben, je m'enlignais pour retourner à l'école pour poursuivre mes études. Puis finalement, il y a un de mes amis, mon meilleur ami, a eu l'idée de partir une agence de publicité, une agence de marketing digital à l'époque, donc vraiment spécialisée pour faire des sites web. On est en quelle année là, à peu près? On est en 2000. Lui m'appelle en 2007. On est pas mal rendu là. Moi, ça fait 2-3 ans que je suis comme un peu entre les deux. Je me cherche, début vingtaine. Il faut que ça bouge, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis l'entrepreneuriat, j'accepte pas ma défaite, puis je veux absolument me relancer. C'était vraiment ça.
C'est ça, hein? Puis, Ouais. et corrige-moi si je me trompe, mais beaucoup d'entrepreneurs, je pense que c'est ça aussi, hein? L'espèce de no way, no fucking way que je vais perdre, puis qu'à la fin, je ne serai pas le gagnant de tout ça. Ça se peut-tu, ça? Il y avait ça, puis il y avait aussi, moi, j'avais beaucoup l'urgence de le faire jeune parce que je me disais, quand je vais avoir 35 ans, avec des enfants, une hypothèque, je ne voudrais plus me relancer. Là, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Là, quand j'ai fait faillite, début vingtaine, j'ai rien perdu parce qu'il n'y avait rien à saisir, tu comprends? Je comprends. Mais c'est quand même une faillite à 20 ouais, non, ans, mon gars, ça doit être terrifiant. C'était terrifiant, mais finalement, ça a été... J'ai rencontré un avocat pour voir, parce que ça n'avait comme pas vraiment de sens que je fasse faillite, parce que j'étais actionnaire minoritaire, mais c'est que j'avais signé un papier. Il m'a dit, débarrasse-toi de ça, puis on va pouvoir passer, tu vas pouvoir partir patte blanche dans quelques années. Puis finalement, ça a bien été. Là, comme 3-4 ans après, j'ai pu m'acheter une maison, puis les choses se sont bien placées. Ça a été, des fois, ça fait plus peur que des fois, tu n'as vraiment pas le choix. Là. Puis là, dans ce cas-ci, j'avais pas le choix. Donc, ça partait vraiment, vraiment mal, mais je me suis relevé. Puis quand mon ami m'a parlé de ce projet-là, moi, je n'avais pas vraiment de connaissances dans ça. Puis à l'époque, j'ai l'air d'un dinosaure, mais en 2008, là, il commençait à avoir une maîtrise en commercialisation électronique à l'université. On était vraiment au début. Tu sais, le web existait, mais faire un site web, ça coûtait excessivement cher, c'était complexe. Donc, on était comme un peu au début de quand ça a vraiment explosé, puis que les sites ont tombé plus accessibles, puis on a rentré dans ce qu'on appelle l'open source, donc WordPress, Magento. C'est vraiment, on est rentré nous autres juste au bon moment, puis on a pris cette vague-là, puis on a pu exploser avec ça, avec ma compagnie qui s'appelait Luby. Donc, on a fondé une agence. Moi, j'avais plus ou moins d'intérêt là-dedans, mais je me suis dit, j'arrête pas de dire à tout le monde que je vais être en affaires. Mon meilleur ami part un projet. J'ai dit, si ça marche, puis il devient millionnaire avec ça, je vais m'en vouloir toute ma vie. Fait que j'ai dit, je lâche tout, puis j'embarque. C'est ça. Ouais. Ben ça, c'est typique, là. Typique de... On est un peu gambler, il faut l'avouer. Ouais. On aime ça. On pense tout le temps qu'on est contre les odds, les underdogs. On aime ça. Fait que, bref, tu t'es lancé là-dedans. Tant pis, ça donnera ce que ça donnera. Oui, ben j'avais pas mal confiance parce que je trouvais on avait une belle gang, je trouvais qu'on s'en allait dans la bonne direction, c'était peu risqué comme projet, tu sais, on s'entend là, tu achètes une coupe de computer, tu loues un local, c'est assez de base, notre site web déjà fait. C'est du temps, fait qu'on s'est dit on se paye pas, puis quand on va pouvoir, on va se payer, puis on part à zéro. Les trois, on n'avait pas grand-chose à perdre, puis moi je trouvais ça intéressant, je me suis dit, peu importe ce qui va arriver, ça va être mon école, tu sais, ça va devenir ça va être ma rampe de lancement, puis d'être dans le web, puis d'être associé aux communications, au marketing. Je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Donc, je me suis lancé là-dedans, puis je me suis dit, on verra. Mais là, ça n'a pas été long que je me suis trouvé un peu, je vivais le syndrome de l'imposteur parce que là, la commercialisation, la maîtrise en commercialisation électronique a commencé à être populaire. Donc, moi, j'engageais du monde qui allait à l'université, qui avait une maîtrise. Que toi, tu n'avais pas. Que moi, j'avais pas. Puis moi, j'avais vraiment appris sur le tas. Puis je me rendais compte aussi que, hey, finalement, c'est moi qui leur en monte. Fait que là, c'était spécial. C'était un domaine que j'aimais plus ou moins. Là, j'étais un petit peu moins confortable. Puis à travers cette expérience-là chez Luby, 2 ans après, nous, on voulait créer du commerce électronique. On voulait utiliser la plateforme Magento, puis on attendait d'avoir le bon client, puis ça venait pas. Puis là, les gars, on s'est dit, hey, pourquoi on ne part pas nous-mêmes notre propre commerce électronique pour montrer ce qu'on sait faire? Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, on s'est dit... Vous vouliez faire votre propre client. C'est pas fou à maudit, pareil, ça. Ça coûte cher, je ne le referai pas, mais ça a été une bonne affaire parce que ça a fait mal un petit peu à notre agence parce que là, on faisait tout pour bien faire. Donc là, c'était budget illimité. Là, ouais, OK, je comprends. Ouais. Donc là, vous avez décollé votre propre produit, donc pour prouver aux autres à quel point votre service était cool. Et là, c'était un lab, là. C'était vraiment un lab. C'est ça. C'est un laboratoire. Je te laisse continuer. Donc là, on était là. Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on vend pas? Évidemment, on voulait diminuer le risque au maximum. Puis là, il y a eu l'idée des sous-vêtements pour hommes parce que les 3 gars, je me souviens à l'époque, on s'habillait bien, on payait cher nos vêtements pour comme avoir l'air de bien aller en affaires, puis d'avoir un look qui fait professionnel. Puis moi, je jouais au hockey, puis je voyais les gars, c'était épouvantable, les sous-vêtements que les gars portaient. C'était horrible. Tout le monde avait des boxers lousses avec des trous. Puis là, je me suis dit, il y a vraiment de quoi. Je ne sais pas s'il y a un marché, mais on peut l'améliorer clairement. Donc, c'est un peu ça. Quand tu te lances en affaires, tu vois quelque chose qui marche, c'est de voir un problème et d'essayer de le régler. Puis là, nous, on l'a vu, puis on s'est dit comment on fait pour le régler. Fait qu'on Attends. Fait que là, tu es en train de me dire que mesbobettes.ca s'est démarré parce que toi, dans la chambre des joueurs,
t'as remarqué que les autres avaient pas des beaux boxers? Mais tu sais, au-delà de le remarquer, c'est que tout le monde le savait à l'époque que les gars, ça faisait dur les boxeurs. Tu sais, tout le monde achetait des Hanes 3 pour 10$, puis c'était ça le marché. Tu sais, c'était même pas encore Costco. Là, tu sais, on était au début là, des gars qui achetaient des sous-vêtements chez Costco. On était loin de ce que c'est aujourd'hui. Donc, on savait qu'il y avait un problème, mais moi, je le constatais beaucoup. Tu sais, je le voyais quand un gars avait des beaux boxers, tu voyais que, tu sais, OK, lui, il pense différemment, ce gars-là, tu sais. Mais on revient, là, 10, 11 ans. Donc, aujourd'hui, c'est plus ça. Moi, je joue au hockey encore, je le vois aujourd'hui, là, tu sais, les gars, tout le monde est rendu avec des sous-vêtements pas mal mieux, là, tu sais. On se tient un peu plus, là. On s'est amélioré quand même, mesdames, dans nos boxers, là. Effectivement, il y a un bon changement de mentalité, puis je pense que mes bobettes ont contribué à ça, donc... Assurément. OK, on poursuit. Donc là, tu remarques ça, tu es dans la salle des dans le vestiaire, tu remarques ça. Puis qu'est-ce qui t'a fait vraiment pencher pour « Hey, c'est une maudite bonne idée des boxers ». Ça n'a pas été long, je te dirais. Les trois, on était vraiment sûrs de notre coup sur ce projet-là. Nous, on n'avait pas un projet, comme je t'ai dit, c'était un laboratoire. Donc, on voulait juste minimiser le risque. Puis, on trouvait que de vendre des sous-vêtements, premièrement, il n'y avait pas vraiment de saison. Donc, on s'est dit, si jamais on a un départ lent, c'est pas grave, nos sous-vêtements, on peut les vendre pendant un an. Puis, il n'y a personne qui sait que ça fait un an qu'on les a. Donc, notre produit ne sera pas dévalorisé. On s'est dit, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de remboursement. On est dans un marché que les gens comprennent que tu ne veux pas retourner des sous-vêtements. C'est normal qu'on ne le fasse pas. Donc, moi, ça m'évitait des frais de transport. Puis, le produit est très, très, très léger. Moi, tous mes produits sont en bas de 1 kg tout le temps, presque 90% du temps. Donc, j'ai des frais d'expédition qui sont beaucoup plus bas. Ben ouais, c'est pas fou ton affaire. OK, c'est intéressant. On a appelé une couple de marques parce qu'on a commencé au début, on était revendeurs pour minimiser le risque. OK. Et tout le monde nous disait qu'ils vivaient de la croissance beaucoup. Fait qu'on s'est dit, oh, OK. Fait qu'on est embarqué vraiment dans la vague qui a commencé à être populaire là, avec les marques de sous-vêtements pour hommes. OK, mais là, donc à ce moment-là, vous ne faisiez pas vos sous-vêtements. Non. OK. Erreur numéro 1 que je peux conseiller à tout le monde. Prends 6 mois de plus, prends ton temps, mais crée ton produit jour 1 parce que ça va toujours te rattraper. Nous, ça a pris des années. Puis là, on était pris dans l'engrenage. On n'était pas capable de s'en sortir. On n'était pas capable de dégager de la liquidité pour produire des produits pour faire plus d'argent. Donc là, tu es pris là-dedans. Tu es mieux de prendre ton temps, partir avec ton propre produit. Puis on aurait pu, là, on a eu des occasions à plusieurs reprises. Puis on a pris l'argent, puis on a fait autre chose. Puis on a continué à s'enfoncer. Donc, c'est erreur numéro 1. Partez avec... Moi, je suis des communautés sur Internet. Dans le commerce électronique, puis les gens qui font du dropship, des trucs comme ça a l'air bien cute, là, mais c'est bon rien. Là. Non, le profit, toujours, là. Le profit doit être ridicule là-dedans. Non, c'est ça. Faut penser au un produit qui se démarque. Si tu fais une copie, au moins, soit différent, change des couleurs. C'est ça. Essaie de faire quelque chose de différent que de faire du dropship. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Puis je le vois, là, les gens ont beaucoup... Il y en a qui ont fait de l'argent avec ça, mais c'est très éphémère. C'est plus ou moins, c'est dur à revendre un jour, tandis que moi, ma marque, je peux la revendre. J'ai beaucoup d'opportunités que je peux faire grâce que c'est mon produit. Puis tu peux aussi le faire comme ça tente, améliorer des trucs. Les gens qui font du dropship, puis achètent ma tasse, il y a de quoi d'écrit dessus, puis tout le monde vend la même tasse, mais avec un mot différent dessus. Ils ne peuvent pas modifier, ils sont un peu les mains liées avec toute l'espèce de créativité. C'est vrai. Et là, tu décolles ça, mesbobettes.ca, ça avance, ça se place. Ça a été quoi vos canaux, devrais-je dire, je m'excuse, Radio-Canada. Ça a été quoi les canaux publicitaires que vous avez décidé d'utiliser pour promouvoir votre marque? Ben nous, jour 1, c'était sûr que on était vraiment dans les belles heures de Facebook où ça ne coûtait rien puis que c'était vraiment à la perfection. À l'époque, il n'y avait même pas de publicité sur Facebook. C'était vraiment, tu postais sur ta page puis tu avais 100% de tes utilisateurs qui voyaient ton contenu. C'était vraiment incroyable. On est loin d'aujourd'hui. On est très, très loin de ça. Mais moi, je suis quand même chanceux. J'ai réussi à capitaliser beaucoup là-dessus. Puis, je ne l'ai pas dit, mais Éric Salvaire était associé avec nous au départ. OK. Donc, il était fondateur. On allait lancer le projet, puis on a rencontré Éric dans un party. Puis lui, c'est un gros fan de sous-vêtements. C'est un collectionneur. On lui a parlé de notre projet. Puis, il a vraiment trippé. Fait qu'on lui a offert d'investir. Puis lui, il était vraiment au début là, de quand ça a vraiment monté sa carrière. Donc, dans le deal, ce qu'on avait, c'est qu'il allait nous faire bénéficier de ses contacts. Donc, on a eu beaucoup d'apparitions dans des shows
Radio-Can, TVA, V, etc., grâce à Eric. Donc, ça a été votre catalyseur, lui, pour beaucoup de promotions quand même. Oui. Non, il a vraiment fait qu'on a été vu à grand déploiement là, dans plusieurs canaux. Personne ne savait qu'il était actionnaire. Il ne voulait pas trop comme se mouiller à l'époque. Puis c'était correct, mais ça a fait un certain temps parce qu'un jour, on est allé... en fait, il est allé à Tout le monde en parle. Ça a sorti ça comme quoi qu'il était actionnaire. Puis tout le show qui était là, ça a juste été là-dessus pendant comme 10 minutes. Donc là, tu es en train de me dire que tu as eu une publicité gratuite à Tout le monde en parle de 10 minutes. Les codes d'écoute, c'est quoi? C'est 1 million. 1 million de personnes d'une shot qui voient ton produit. C'est quoi l'impact d'un Éric Salvaille qui parle de... Évidemment, c'est avant toute la tourmente. Là. Ouais. C'est quoi l'impact d'un Éric Salvaille, du moins d'un Tout le monde en parle sur vos ventes? Ça devait rouler sur l'or, votre affaire? Ben nous, en plus, ce qui a fait vraiment décoller mes bobettes, c'est que notre mannequin, c'était Olivier Dion à l'époque, qui n'était pas connu du public. Puis un jour, il me disait « Hey Philippe, je vais aller à Star Academy, fait que j'aimerais ça que tu enlèves toutes mes photos qu'il y a sur moi sur le site web. » Parce qu'il y avait des photos en G-string, là, tu sais, fait qu'il voulait enlever ça. Fait qu'il n'y a pas de problème, on enlève ça. Puis un petit peu avant les fêtes, la production m'appelle de TVA puis ils me disent « Hey, on aimerait ça avoir... vous savez qu'Olivier a été sélectionné. » J'ai dit « Oui. » J'ai dit « Nous, on ne veut pas faire de problème, on va s'organiser qu'il n'y ait rien. » Elle dit « Non, à nous autres, elle a dit « On veut que tout le monde sache qu'il est mannequin avec mes bobettes. » Je suis comme « OK. Il n'y a pas de problème, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Elle dit « J'aimerais ça que tu m'envoies du contenu. » Fait qu'on a envoyé plein de contenu. Puis ça, c'était comme en janvier. Puis là, nous, c'était comme tout petit, la compagnie à l'époque. Là, c'était vraiment, comme je te dis, c'était un lab. On venait de commencer. Ouais. Puis là, on voit Olivier qui rentre dans le show, les grosses images, mesbobettes.ca. Et là, ça, c'était fou parce que c'était comme quasiment 3 millions de codes d'écoute. C'était un des premiers shows de Star Academy. Oui. Ben, c'est-tu la deuxième année? Ouais, deuxième, troisième. Une affaire de même, là. Ouais, donc là, début. toi, tu as remis ces photos. Ben, tu as demandé, j'imagine. Non, j'ai jamais remis photo, moi. Ah, tu n'as même pas remis les photos? Non. Donc là, tu avais le hype sans avoir le contenu du hype. Ouais. Bravo! Oui, ben on avait mis comme une image, je me souviens, à la une sur le site web avec Olivier, puis Bonne chance Star Academy. OK. Mais ce qui était particulier, c'est que moi, je n'avais pas de contact avec lui, puis on ne pouvait pas se parler de qu'est-ce qu'il voulait que je fasse. C'est vrai, il était son coincé, eux autres, là, à l'intérieur. Ouais. Oui, OK. Fait que là, c'était vraiment comme... Moi, je voulais battre le fer pendant qu'il était chaud, mais en même temps, je voulais pas comme me mettre à dos sa famille ou un truc comme ça. Ouais. Donc, c'était un petit peu tricky comme situation, mais je pense qu'on l'a bien fait. Puis son père, tu sais, à un moment donné, il m'a appelé, il m'a dit « good job », tu sais, puis tout le monde était content, c'était bon pour lui, puis nous, c'était bon pour nous, parce que lui, il a eu l'air du sex symbole dans ça, tu sais, ça l'a vraiment contribué à mousser le fait qu'il était beau bonhomme, puis ça l'a comme mis un peu de piquant dans leur show. Puis on a fait des collabs avec eux, puis c'était vraiment, vraiment bon. Fait que ce soir-là, c'est vraiment là que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont connus, puis on a été longtemps associés à ça. Quelques mois après, il y a eu Tout le monde en parle. Fait que là, c'était comme 2 back-à-back, là, c'était incroyable. C'est les 2 plus gros, presque. Mais c'était les 2 gros shows à l'époque, là. Fait que c'est pas la même clientèle. Non, c'est ça. Mais vous autres, en arrière, là, j'espère que tu as des boxers dans l'entrepôt qui sont prêts à shipper. J'espère que ton serveur est prêt à recevoir autant de demandes. Non. Non? Puis, tu sais, j'avais une agence en plus. Là, fait que, on savait quoi faire. Puis même à là, tu sais, on était... À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, puis je le vois aujourd'hui, si tu écoutes l'émission Les Dragons, tu vas voir des compagnies qui passent. Ceux qui leur serveur plante, c'est souvent des clients qui n'utilisent pas Shopify. Fait qu'ils sont plus ou moins prêts. Maintenant, on utilise des solutions qui sont hostées, qu'on appelle. Tu vas payer par mois. Tu n'es jamais propriétaire de ta plateforme. Sauf que si tu as des pics comme ça de trafic, ton site il est sur des serveurs. Capable de survivre. Oui, que tu ne serais jamais capable de te payer tout seul. Tu sais, nous autres, je me souviens, à l'époque, on bougeait nos serveurs, ça coûtait 2-3 000. Puis là, tu bouges ton serveur 2-3 000 pour un mois. Là, finalement, tu n'as pas tant de trafic, il faut que tu le ramènes. Fait qu'il faut que tu payes pour le ramener sur ton serveur. À l'époque, là, c'était le bordel. C'était vraiment tough. Moi, les 2 fois, notre serveur a planté. On le repartait, mais j'aurais peut-être pu faire 10 fois plus de ventes à l'époque. Ben ouais. Je ne saurais jamais. Là. Ouais, c'est ça. Donc là... Côté branding, ça a été très, très fort parce qu'après Star Academy, tous les journalistes nous appelaient. Moi, j'ai fait une émission avec Denis Lévesque. Mais non! Je te jure! Google Philippe Bachand, mes bobettes. J'ai eu une entrevue avec Denis Lévesque. C'était l'entrevue la plus vue de la semaine. Voyons donc! Ouais, c'était fou, là.
les 7 jours, Éco-Vedette, OK, tout le vous monde nous a étiez appelés. autant des stars que Star Academy parce que personne ne vous connaissait puis ça n'existait pas comme service. C'est ça. Puis c'était comme, les gens trouvaient ça vraiment le fun, le lien avec Olivier. Fait que tout le monde m'a posé des questions sur notre collaboration, tu sais. Mais par la bande, moi, je pouvais plugger mes trucs. Fait que, tu sais, Journal de Montréal, Journal de Québec, on les a toutes faites, là. Tout. C'était complètement fou, cette époque-là. Vous avez eu un exposure qui valait probablement des millions de piastres. Ouais. Mais ils nous ont dit ça, si tu peux pas acheter ça, tu sais, ça s'achète même pas. Tu peux même pas dire, hey, j'aimerais savoir ce que mes bottes ont eu. Ça se vend pas. C'est ça a fait un peu des flémèches parce que eux, ils auraient aimé ça qu'on continue à faire des trucs avec eux, mais là, tu sais, il y avait des gros partenaires majeurs dans l'émission qui avaient payé des sommes astronomiques, qui n'avaient même pas eu la visibilité qu'on avait. Puis moi, j'avais pas l'argent pour être capable de continuer avec eux. Tu sais, c'était comme ça, il a fallu arrêter parce que au début, ils nous avaient proposé qu'on ait un genre de petit camion qui arrive dans la maison des gars. Puis c'était la maison des gars, puis la maison des filles, puis qu'on arrive, qu'on habille tout en livreur mes bobettes, puis on donne des sous-vêtements à tous les gars. Ça aurait été malade, là. Ben oui. Ça s'est pas fait à cause de ce que j'ai intéressé. Parce qu'il y aurait eu des conflits avec ceux qui ont. Oui, puis il aurait fallu que je paye pour ça. Mais eux, ils savaient que s'ils faisaient ça, les codes d'écoute explosaient. Tu sais, de voir les gars en bobettes dans les maisons, ça aurait été bon. Fait que c'était un peu ça. Mais c'était cool. C'était un beau moment. Ben, je comprends donc. Je te vois prendre une gorgée. J'en profite aussi pour déguster un succulent breuvage qui n'est pas commanditaire du raconteur d'affaires. On n'en a pas de commanditaire. Attends, ça s'en vient. Ça va venir. Mais regarde, au moins, j'encourage Québécois. C'est bon, ça. Québécois, tu sais, voilà. Alors, voilà, santé. Bon, t'es passé... Bon, Star Academy, Olivier Dion, Éric Salvaille, tout le monde en parle. Là, tu as des gros noms, des grosses plateformes de diffusion. Ça veut-tu dire que c'est réglé, c'est le party, on fait du cash, plus besoin de se tromper, l'avenir est magnifique, puis on roule sur des roulettes? Tu roules sur des roulettes? C'est un peu ça qu'on a vécu. Puis, tu sais, à l'époque, on n'était pas focus. On avait un autre business qui était en méga croissance, qui était mon agence de communication. Puis, ça grossissait. On avait beaucoup d'employés. On engageait. Tu sais, je commençais à avoir des problèmes aussi dans cette compagnie-là. Puis là, il y avait mes bobettes qui poussaient. Puis là, on avait de l'argent, comme tu dis. Puis là, on se demandait qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Là, évidemment, on ne voulait pas perdre la vague qu'on était. Fait qu'on a commencé à investir pour essayer de garder le momentum. Mais c'était une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce qu'on avait eu. Fait qu'on a perdu de l'argent. Là, ça s'est mis à... En fait, les ventes étaient bonnes, mais les dépenses étaient trop élevées parce qu'on essayait de maintenir. Puis, tu sais, il n'y avait pas d'email automation à l'époque. Tu sais, des newsletters, ça commençait. MailChimp, je pense, ça n'existait même pas. Tu sais, on n'était vraiment pas... Tu sais, je raconte ça au monde, puis les gens sont comme, ça fait 100 ans? Non, ça fait 10 ans, tu sais. Mais ça a tellement évolué le marketing online que c'est vraiment une autre époque. Donc, on a fait beaucoup d'erreurs. C'est là qu'on aurait dû créer notre produit. Mais tu sais... OK, attends. Là, Star Academy, vous faites toujours pas vos boxeurs. Non. What? Ouais, mais puis le pire, c'est que je n'avais même pas trouvé mon filon encore. On était gros dans le fashion à l'époque. Puis, tu sais, on vendait des marques comme Diesel, Calvin Klein. Puis là, c'était gros des affaires de saison. Puis, tu sais, il y avait moins de valeur un peu. Puis un jour, on a découvert un filon avec une de nos marques. Puis là, on a fait, oh, OK, là, on a quelque chose. Puis c'est là que ça... Là, c'est là qu'on plantait. Puis c'est là qu'on a réussi à se sortir de ça. Puis c'est là qu'on a créé notre marque. Puis on a trouvé notre identité propre à mes bobettes. Ça, c'était en quelle année? Je dirais autour de 2015. Ça a pris 3-4 ans là, avant qu'on trouve vraiment notre ligne directrice. Là. OK. Et là, vous avez trouvé ça. Alors là, vous vous dites, OK, on prend le temps puis on produit nos boxers? Bien là, c'est ça. Là, on a compris nous autres, on était revendeurs d'une marque de sous-vêtements qui avait inventé une poche à l'intérieur. Oui, la poche. Puis c'était vraiment pas populaire, c'était laid, personne n'aimait ça. C'était une compagnie de l'Ouest canadien qui avait inventé ça. Mais à un moment donné, il y a eu un changement qui s'est fait dans la compagnie. Puis là, je voyais les clients, ils revenaient tous. Les filles les achetaient parce qu'ils trouvaient beau, puis je voyais les gars revenir parce qu'ils trouvaient ça confortable. Puis là, on a compris qu'on avait un filon. Puis là, on voyait en magasin, ça allait bien. Donc, on a déménagé notre magasin qui était dans un centre-ville, dans un centre d'achat, pour avoir plus de trafic, pour vraiment tester le concept. Puis là, on a vu là, que c'était comme, OK, on avait de quoi.
Puis là, il a commencé à avoir différentes marques qui ont fait des boxers avec des poches. Puis tout ça qu'on rentrait, c'était des succès astronomiques. Fait que là, on s'est dit, OK, voici l'ADN de notre marque, parce que nous, on a popularisé beaucoup ces marques-là au Québec. On était un des plus gros comptes au Canada de ces marques-là. Donc, on s'est dit, là ça n'a pas de sens. Tout le monde fait de l'argent sur notre dos, puis nous, on n'en fait pas. Tu sais, moi, j'ai payé tout de suite. Fait que, on s'est dit, on va créer notre propre marque avec notre propre poche. Donc, c'est là que ça a commencé le projet. Puis, c'est là que Hook existait déjà sur les planches à dessin. Mais là, l'ADN de la marque était beaucoup plus clair. Donc, aujourd'hui, je suis encore revendeur. Je vends encore ces marques-là. Ah ouais? Mais notre gros vendeur, c'est notre marque à nous qui s'appelle Hook Underwear. Ouais. Évidemment. Ouais. Je me souviens, puis je suis pas mal certain qu'il y a une couple de personnes qui se souviennent de ça. On a vu passer mes bobettes au dragon. Ouais. Là, tu m'as raconté l'histoire, mais il n'y a pas de dragon. C'est arrivé quand? Puis qu'est-ce qui est arrivé avec les dragons? Ben là, nous, on avait tenté d'ouvrir des magasins Rive-Sud puis Rive-Nord à Montréal. Ça a été un échec. On était battus en retraite puis on était vraiment en mauvaise position financière. Puis on avait trouvé une façon avec un partenariat de créer notre propre marque. Donc, on était déjà assez avancé. Puis là, je me suis dit, hey, question marketing. Moi, j'avais déjà fait les auditions des Dragons. Puis à la toute fin, j'avais pas fait de deal avec les Dragons. Puis moi, je me disais, c'est pas grave, je vais avoir la publicité, je vais être diffusé. Mais non, je n'ai pas été diffusé. Donc, je ne savais même pas que ça se peut que je ne sois pas diffusé. Donc, tout ce stress-là pour rien. Donc, je m'étais dit un jour, je veux y retourner. Puis là, je savais exactement ce qu'il fallait que je dise puis que je fasse. Parce que moi, j'étais allé la première fois dans l'objectif de faire un deal. Puis là, ce que j'ai compris, c'est que c'est un show de télé. Là. That's it. C'est win-win. Là. Eux, ils veulent quelqu'un qui va donner un bon show, puis ils veulent que toi, tu t'en bénéficies par la bande, ça l'aide d'entrepreneuriat au Québec. Mais dans les premières années, c'était un petit peu moins même parce que souvent, les gens qui allaient là, puis ils se faisaient critiquer. Ah, t'es venu pour la pub, t'es venu pour la pub. Mais ça a changé au fil des années. Ça a vraiment changé. Donc, moi, j'avais 2 associés à l'époque. Puis, Hook était en production, on était en train de produire notre produit. Puis, je suis allé faire les auditions des Dragons, je n'ai pas parlé à personne. Puis, je l'ai dit, OK, tu n'as pas parlé, à tes partenaires. Non. Tu es allé direct. Oui, direct. Puis, mais il faut dire aussi que c'est eux qui m'avaient contacté. Initialement, c'est eux qui m'avaient contacté parce que j'étais déjà allé, ils m'avaient dit, ça serait cool que tu viennes. Fait que j'étais allé, j'ai fait les auditions, là, ils ont trippé. Puis là, ils m'ont dit, tu pourrais faire ça, venir au show avec 3 gars en bobette, ça ferait un bon show de télé. Un bon show. Comme, OK, cool. Fait que là, quand j'ai été pris, j'en ai parlé à mes partners, ils étaient hyper réticents parce que c'était comme, on était ouvert à peut-être faire entrer un actionnaire supplémentaire, mais ceux qui étaient là, on ne savait pas exactement. C'est comme, là, on s'est dit, regarde, c'est de la télé, on y va, on donne un bon show, puis on verra. Puis c'est ça qu'on a fait. On a donné un excellent show. On a été la première capsule, la première émission au printemps. Je pense que c'est 2018, je ne suis plus certain. Je pense en faire 3 ans au printemps. Puis ça a été fou. Là. Ça a été complètement fou parce que on était prêts. La technologie était là. Là, c'était sûr qu'on ne plantait pas. Oui, c'est ça. Si les commandes étaient au rendez-vous, vous étiez prêts. Oui, puis j'avais mon stock. Là, j'avais ma marque à moi avec des marges bénéficiaires qui sont beaucoup plus intéressantes. On s'est dit, s'il n'y a pas de vente, on va ramasser des emails en fou. Parce que le nerf de la guerre en e-com, c'est vraiment d'avoir des courriels. C'est le meilleur marketing, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc, on a vraiment misé. On s'est préparé pendant un mois et demi. On ne savait pas la date. On s'est préparé. Puis quand on s'est dit, si ça commence le premier show, on va être prêt. Puis ça a été un gros turnover pour nous parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passerait actuellement si on n'avait pas eu ça. Je ne pense pas qu'on aurait eu le départ canon qu'on a eu avec Hook. Si on n'avait pas eu les Dragons, ça a été vraiment comme un départ canon, là, canon. Ça a amené beaucoup de cash dans l'entreprise. Ça nous a permis de continuer à investir puis à développer. Ça a été super positif. Là. Puis moi, à ma surprise, j'ai été vraiment étonné parce que Caroline Néron était vraiment intéressée. Martin-Luc Archambault aussi était super intéressé. Il m'attendait à la sortie. Moi, j'étais vraiment surpris. Ils m'ont fait remplir des documents. Ils voulaient qu'on parte un due diligence. Ils étaient prêts, eux autres. Oui, j'étais vraiment surpris. Là. Puis finalement, après quelques semaines, on leur a dit qu'on voulait comme attendre une autre ronde de financement avec eux parce que là, on trouvait que c'était trop petit, 100 000 pour les faire embarquer. On trouvait que ça ne servait pas à grand-chose. Puis ils comprenaient, puis ils ont dit c'est part of the game. Là. C'est ironique parce que c'est grâce au show, si tu es allé chercher du revenu, puis tu n'as plus besoin nécessairement d'eux autres. C'est ça qui arrive dans beaucoup de cas. Il y a beaucoup de. Mais c'est un lame à 2 tranchants parce que si tu fais juste prendre ce cash-là, puis tu n'as pas
penser à après. Souvent, ce qu'ils nous ont dit, les dragons, c'est qu'il y a du monde qui leur dit « Ah, j'ai plus besoin de toi, j'ai du cash. » Mais quand ça descend, là, ils les rappellent. Ils rappellent « Ouais, Martin-Luc, t'es-tu encore envie d'embarquer? Là? Je pensais que ça allait jamais arrêter, mais ça a comme arrêté. » C'est un petit peu ça, là. Mais nous, pour vrai, là, nous, ça n'a jamais arrêté. Ça a juste comme continué à monter, à monter, à monter, à monter. Puis ça a été vraiment là, juste que, je te dirais, il y a eu jusqu'en février l'année passée, on a commencé à vivre, on a comme frappé un petit plateau. Puis là, il y a eu ce qui devait arriver, la COVID, qui était c'est chiant, là, mais c'était nous autres, ça a été incroyable pour nous. C'est ça, j'allais dire. Le donné COVID, oui, ça fait que là, en ce moment, je fais une entrevue web avec toi, sinon je serais direct dans ton coin, dans vos affaires en Estrie. Mais vous autres, l'impact de la COVID, ça a dû être insane in the brain. Ouais. Mais moi, quand il y a eu, je me souviens, je m'en allais voir un show de Catherine Levac. C'était le vendredi, puis là, ça a commencé à brasser le mercredi, jeudi. Puis là, je disais, le show va-tu être annulé? Coudon, le show est annulé. Là, on arrive là, lockdown, grosse affaire, là, ça se met à brasser avec le gouvernement, tout ça. Puis là, tu sais, on n'a jamais vécu ça, là. Moi, je me dis, là, moi, je viens de finir Noël, puis là, je rentre dans le mois tough, le février. Ouais. Puis le février, ça avait été so-so. Puis là, je me dis, tu sais, là, le cash flow, je venais de payer mes taxes, tout ça. Le cash flow était serré. Là, COVID, je me dis, hey, c'est sûr qu'on ferme, là. C'est sûr qu'on fait faillite. Je slack tout mon staff. Là, c'était vraiment le bordel. On se met tout en liquidation. On se dit, on s'en fout de nos marges. On liquide, puis on met du cash dans le compte. Puis le temps que ça se calme, tout ça, au moins, on va avoir de l'argent un peu pour comme payer à droite par gauche. Là, ça panique, là. Puis finalement, premier samedi, on envoie une infolette, tu sais, sentimentale. Tu sais, on espère qu'elle va passer à travers. Les clients, là, ça a été mongol, une de nos plus grosses journées à vie. Puis, ouais, ça a été complètement fou. Puis, on a battu des records de vente. Avril, c'est devenu un des plus gros mois dans l'histoire de mesbobettes.ca. 4 fois les revenus de l'année d'avant. Puis après, ben, je te jure, après, ça a continué de même, là, tout l'été. Puis, à un moment donné, on a baissé à 3 fois. Là, maintenant, nous, quand on dit que ça ne roule pas, c'est 2 fois et demi l'année passée. Quand on dit, hey, c'est tranquille, moi aussi, c'est 2 fois et demi l'année passée. C'est 2 fois. Sans investissement, c'est de tomber du ciel, là, tu sais, je veux dire, c'est comme... Wow! On a juste capitalisé, puis pendant ce temps-là, nous, on n'a jamais arrêté. Là, on a investi la pédale au plancher pour justement que ça n'arrête jamais. Puis là, on est vraiment sur une méga tangente là, depuis ce temps-là. Phil, ça m'amène à une question. Il y a beaucoup de monde souvent là, qui nous disent, tu sais, les entrepreneurs à succès. Là. Mettons, moi, j'ai une belle business, je suis content, ça va bien. Le raconteur d'affaires, ça va bien. Mes bobettes, ça va bien. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent souvent de la chance. « Hey, t'es chanceux, toi. Toi, t'es chanceux. Ça marche bien. Toi, t'es chanceux. » Ton rapport avec la chance, selon toi, la chance en affaires, ça vaut quoi? Ben, c'est important, la chance, parce que je pense que c'est important, la chance, mais aussi, tu sais, je pense que, puis j'ai entendu ça dans un podcast avec un entrepreneur, je ne sais plus c'était qui exactement, mais tu sais, c'est sûr que la chance, c'est important, puis je pense que tout le monde va en avoir de la chance. Le problème qu'il y a, il faut que tu te rendes à une étape pour l'avoir, cette chance-là. Puis il faut que tu aies fait les choses pour que ça finisse par payer. Puis quand je dis payer, je ne parle pas financièrement, je parle d'avoir de la chance. T'sais, moi, si j'ai pu bénéficier de toutes ces occasions-là que j'ai parlé aujourd'hui, c'est parce qu'on a travaillé très, très fort avant. Puis on a tellement eu de coups durs. Là, on a eu, pour un home run, tu as peut-être eu 10 méchantes claques à la gueule. Là. Donc, puis tu sais, il y a bien du monde qui me disait autour de moi, je ne sais pas comment ça fait pour vivre ça. Moi, j'ai été des mois, pas de salaire. J'ai vécu des affaires vraiment rock'n'roll. Tu sais, les histoires classiques d'entrepreneurs que tu t'en vas pour le week-end, puis tu sais qu'il faut que tu fasses ta paye le lundi matin, puis que tu as 0 sweet fuck all dans ton compte pour payer tes employés. Tu espères qu'il y a un chèque miraculeux qui va rentrer. Mais ça fait partie de la game, puis on devient beaucoup, beaucoup résilient avec le temps, puis on sait qu'on est capable de régler ce genre de situation-là. Mais quand on est dans les premières années, c'est très, très rough. Puis, tu sais, moi, je commençais, j'avais une petite fille. J'essaie de bâtir aussi une famille à côté. Fait que c'est très difficile. Mais tout ça, je pense que si tu réussis à passer à travers tout ça, il y a un jour ou l'autre, la chance, elle va arriver. Puis si tu es prêt, tu vas être capable de capitaliser. Puis c'est comme n'importe quoi. Hein, ceux qui font de l'argent, c'est plus facile de faire de l'argent. Fait qu'une fois que tu as passé ces étapes-là, ben, le ciel s'éclaircit. Puis ça commence à être plus, je dirais pas facile, mais plus simple. Puis tu es plus confiant, tu es capable de passer à travers plus ces étapes-là. J'ai l'impression, moi, que souvent, on fait notre chance. Tu sais, toi,
tu t'es inscrit au Dragon. Il y a plein d'affaires que tu as faites dans ta vie. Tu as accepté que Eric Salvaille embarque. Ça t'a aidé. Ben, à un moment donné, tout ça, ça prend une étincelle. Puis, je ne sais pas si c'est la loi de l'attraction. Là, on s'en va très philosophique, notre affaire. Mais je pense que c'est ça quand même, de faire des actions qui vont t'amener dans un rayon où la chance est plus là. Ouais. Mais c'est sûr et certain que ceux qui font rien, ben il n'y en aura pas de chance. Es-tu d'accord avec moi? Oh oui, non, je suis entièrement d'accord. Puis je viens de me souvenir, c'est Mitch Garber qui a dit ça dans un podcast que j'ai écouté récemment. C'est exactement ce qu'il dit. Si tu restes ton divan et tu ne bouges pas, tu n'en auras pas de chance. That's it. Là, on parle de chance parce que ça vous a donné un méchant coup de pouce, tout ça. Les ventes sont arrivées au rendez-vous après les Dragons. Ça continue d'avancer. Mais je sais que c'est pas la fin. C'est pas la fin, mes bobettes. Là. Ça a continué d'évoluer. Oui. Je sais que vous avez, vous avez des boutiques. Oui. En fait, officiellement, on a un magasin à Sherbrooke qui est une boutique physique. Okay. L'entrepôt puis le centre de service est à Sherbrooke aussi, près du magasin. Puis, probablement qu'il s'en allait vers là, c'est qu'on est, depuis nous, quelques années, on est en train de faire un partenariat avec notre compétiteur qui s'appelle Caleçon Beau Goût. Donc, c'est intéressant. C'est ça. Fait que ça, c'est aussi c'est des opportunités qu'on s'est créées avec le temps dans des moments difficiles. Puis c'est un conseil aussi que je peux donner aux entrepreneurs. Tu sais, ce gars-là, il était là toute ma vie. Il était là, j'avais juste à l'appeler. Puis probablement que les choses auraient changé bien avant. Mais je ne l'ai pas fait, puis lui non plus, il ne l'a pas fait. Puis ça a créé des problèmes dans les deux compagnies. Puis la journée qu'on s'est parlé les deux, ça a créé une méga opportunité, tu sais. Ça, c'est débile ce que tu es en train de dire. Ouais. Écoutez ça, tout le monde. Il y a son compétiteur, pretty much numéro 1, qui a les deux, dans le fond, vous battez sans le savoir. Puis à un moment donné, c'est arrivé quand? C'est arrivé comment, ça, la rencontre des deux? C'est une espèce d'histoire il y a une bannière de l'Ouest canadien qui est venue s'installer au 10-30. Puis moi, je connaissais pas ça. Puis là, il était pareil comme moi. C'était le même modèle. On capotait. Là. Puis lui, un jour, il m'appelle, ce gars-là. Ça a commencé de même. Il m'appelle. Il me dit « Ouais, je suis telle entreprise. » Il dit « Tout le monde qui rentre dans mon magasin pense que c'est chez Mes Bobettes. » Fait qu'il dit « Je pense que je suis aussi bien de m'appeler Mes Bobettes. Ça va régler le problème. » Fait que là, je fais comme « OK, le brand, il est fort. Tu sais, même si ça arrive ça dans Montréal, tu sais, j'étais quand même impressionné de voir ça. » Fait qu'on a commencé à avoir des discussions avec. Puis finalement, il m'a présenté mon nouvel associé, qui était comme la troisième roue du carrosse à l'époque. C'est lui qui me l'a présenté. Puis là, on parlait de faire un merge avec les 3 entreprises, puis tu sais, d'être dans l'Ouest canadien, on voyait big là. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné comme ça. Puis là, quelques mois plus tard, moi, j'ai reparlé juste avec le propriétaire de Caleçon Beau Goût qui s'appelle Richard. Mm-hmm. Puis là, c'est là, nous, on a convenu d'un partenariat chez Mes Bobettes, mais nous, on n'était pas actionnaires dans sa compagnie. Puis juste avant la COVID, on a fait un voyage d'affaires, puis il nous a annoncé qu'il voulait qu'on embarque avec lui dans son entreprise. Là, il y a eu la COVID. Fait que là, ça a comme... puis lui, c'est des magasins. Fait que là, lui, c'est plus complexe actuellement. Lui était physique, puis toi, tu étais web. J'imagine qu'il y a une complémentarité là-dedans. Oui, vraiment. Là. Fait que, tu sais, nous, on a commencé à donner un coup de main sur son site web à lui parce qu'il vendait en ligne. On a donné un coup de main, on partage les marques, on partage les risques. Fait que c'est un super partenariat. Tu sais, Richard, il est dans début soixantaine. Fait que lui, il s'en va plus vers comme ralentir. Nous, on est dans la force de l'âge. Fait que là, c'est comme un merge qui est vraiment intéressant. Puis, tu sais, par orgueil, je ne l'aurais jamais fait de l'appeler et de demander de l'aide, mais, tu sais, là, on est complémentaires, on s'entraide. Moi, je l'aide, lui, il m'aide. C'est vraiment un cool partenariat. Puis, c'est sécurisant aussi comme entrepreneur d'avoir quelqu'un qui peut te mentorer aussi. Là. Tu sais, souvent, on va se faire mentorer, mais tu te fais mentorer par des gens, pas nécessairement dans ton domaine. Tu sais, oui, ça t'éclaircit sur des choses, mais lui, il est direct dans mon domaine. Donc, c'est des belles rencontres. Puis ça, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, puis il faut vraiment ouvrir nos horizons puis pas avoir peur. Des fois, on a peur de parler de notre compétition, mais des fois, ça peut être une super opportunité de parler avec la compétition. Puis finalement, Mes Bobettes, aujourd'hui, suite à toutes ces aventures-là, parce que c'est une aventure être en affaires, c'est quoi maintenant, mesbobettes.ca? C'est rendu gros comment? Je ne rentrerai pas dans les chiffres d'affaires, mais c'est plusieurs millions de dollars. On est rendu là. On vend. Ce qui est fou, c'est que ces millions-là sont faits principalement au Québec. Fait que, c'est mon goal parce que nous, le problème qu'on a actuellement, c'est que chaque truc qu'on fait, on a tellement
une performance incroyable au Québec. Et quand on fait quelque chose, exemple en Ontario ou aux États-Unis, là, on voit la différence de performance. Fait que là, on est toujours comme, tu sais, veut pas le réflexe, il se fait de, on va bouger plus d'argent au Québec, parce qu'on sent qu'il n'y a pas de limite au Québec. On est tout le temps en train de scaler. Fait que c'est un peu ça qu'on vit. Mais là, cette année, 2021, là, c'est vraiment la conquête de tout ce qui est Canada anglais. Quand je dis conquête, c'est d'augmenter les ventes, on s'entend. Là. C'est pas une conquête, mais c'est du gravy pour nous. Là, je veux dire, on est rentable, ça va super bien. Fait que juste d'aller chercher des nouveaux marchés. Fait qu'on a peaufiné notre stratégie. Là, on l'a. Donc, on va attaquer le Canada anglais. Puis là, nous, Hook, on a un site web exprès pour les États-Unis. Fait que là, on est en train de pousser Hook on Days partout aux États-Unis. Puis là, on rentre très, très fort sur Amazon en Fulfillment by Amazon parce qu'avant, on parlait sur Amazon. Puis on s'est rendu compte qu'il faut que tu sois absolument, ça c'est un autre conseil que je peux donner, soyez Fulfillment by Amazon parce que tous les clients qui sont Prime, etc., tu es plus poussé. C'est vraiment, ça c'est une autre petite erreur qu'on aurait pu éviter au départ, mais regarde. Mais ça prend, Fulfillment by Amazon, ça prend-tu 250 commandes par jour pour dire que ça vaut la peine selon toi? Non, ben en fait, c'est sûr que ça vaut la peine parce que, dans le fond, c'est une cote qu'ils prennent. Fait que c'est comme si tu mettais une pub sur Facebook. Lui, mettons, ça m'a coûté 5$ pour attirer un client sur mon site puis vendre. Ben là, Fulfillment by Amazon, c'est le même concept. Oui, j'ai des frais d'entreposage, j'ai des frais de tout ça, mais après, il prend une cote. Puis, moi, j'étais assez confiant d'être capable de puis, c'est que je ne veux pas me dire en disant « j'aurais dû le faire, Fulfillment by Amazon. » Puis, on s'entend, là, Amazon, c'est capoté, là, ce qu'ils font. Fait que, je pense qu'il faut être là. Oui, c'est bien le fun de vendre sur mesbobettes.ca puis sur Ocondays, mais il faut absolument être sur Amazon. C'est là que ça se passe. Ça devient un moteur de recherche. C'est pas compliqué. C'est fou, là. Et puis là, maintenant, c'est combien d'employés mesbobettes.ca? Ben là, chez Mesbobettes, on roule avec une vingtaine d'employés. Donc, à cause du magasin, on a 6-7 employés. Le reste, c'est vraiment des employés au marketing, finance, approvisionnement, shipping. C'est vraiment ça. Puis là, avec la fusion, ben, on va tomber en haut de 70-80 employés. Là. Fait que là, ça va être un autre game. Puis on va facilement là, presque doubler le chiffre d'affaires. Donc, incroyable. Ça va être un beau move. Mais là, c'est ça. Là, la COVID fait que ça amène beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Fait que là, on s'est dit, là, on laisse les choses se replacer un petit peu. Mais on a commencé à s'impliquer quand même et à donner un gros coup de main. Incroyable. Phil, c'est vraiment le fun de te jaser. T'es pertinent, t'es le fun à entendre, puis t'es surtout motivant. Je pense à tous les gens qui regardent des chroniques semaine après semaine, puis tous les entrepreneurs qui se posent des questions. Mais là, t'es venu éclairer beaucoup de monde, d'après moi, qui vont vivre des obstacles, puis c'est pas tout le temps facile, puis il faut se remonter de ça. Puis j'aimerais ça que ça soit toi qui donne le mot de la fin, tiens. J'aimerais ça que si tu avais quelque chose, là, bon là, des fois c'est le fun, tu nous as donné des conseils. Conseil 1, conseil 2, bon. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire aux entrepreneurs de partout sur la planète? On s'en fout. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour les motiver de ne pas lâcher puis de se lancer en affaires parce que ça nous prend de la richesse entrepreneuriale? Ben moi, un conseil que j'ai toujours dit, c'est plus pour les jeunes entrepreneurs, ceux qui ont le désir de se partir. Je pense que c'est vraiment de te partir jeune. C'est ce qui est le mieux parce que tu as une fougue que les vieux n'ont pas. T'sais, moi, je m'en rends compte aujourd'hui, je m'en viens pépère, je m'en viens sécurité. J'ai plus envie d'entendre parler d'autres projets. Je veux pas être risqué. Je veux protéger ce que j'ai établi. Mais s'il y avait quelqu'un, un jeune qui arrive à côté puis que lui, il part quelque chose, on a une fougue qui ça s'achète pas, cette fougue-là. Puis moi, en tout cas, je l'avais quand j'étais jeune. On était complètement fous. Là. On a fait des affaires qui n'avaient aucun bon sens, que je ne referais jamais. Mais je me dis, c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Fait que je pense de démarrer jeune, tu n'as rien à perdre. Tu n'as absolument rien à perdre. Tu as juste à gagner. Puis, c'est plus simple que moi, je ne dirais pas ça à un père de famille qui a 3 enfants aujourd'hui. Hey, fonce, puis lâche pas. Puis non, c'est un peu ça. Moi, je n'irais pas là parce que c'est important d'avoir la sécurité. Moi, je suis plus capable de ces histoires-là. Mais quand j'étais plus jeune, tu sais, wow. Fait que, je pense que d'y aller quand on est jeune, de foncer, puis on s'en fout si ça ne marche pas. Pas qu'on s'en fout, mais ça va t'amener à autre chose. C'est vraiment un vrai entrepreneur. Ça va t'ouvrir tes horizons sur autre chose, puis ça va te faire cheminer. Puis là, tu vas peut-être tomber sur le prochain. Ça prend plusieurs projets souvent avant de faire de l'argent. Ça peut prendre plusieurs projets.
plusieurs idées, puis souvent, on va pivoter. Il ne faut pas avoir peur de pivoter aussi là, quand on se rend compte qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction. Des fois, on peut pivoter puis s'en aller dans la bonne direction. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut être ouvert puis pas avoir peur de foncer quand on est jeune. Puis, un autre conseil, moi, il y en a qui n'aiment pas ça avoir des partners. Moi, j'adore avoir des associés. Moi, j'ai un très bon associé. J'étais avec mon meilleur ami depuis toujours là-dedans. Ça facilite grandement ma vie. On est complémentaires, on est différents. Puis quand tu arrives dans des moments là, très difficiles, le fait d'être deux, tu es quand même tout seul au monde, mais au moins tu es deux. Puis ça permet d'évacuer, ça permet de voir des fois en arrière de l'arbre un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, d'avoir des bons associés, j'ai jamais voulu être un one-man show. Moi, je veux absolument avoir juste des projets avec des bons entrepreneurs, des gens autour de moi pour me donner un coup de main. Ben écoute, c'est des très bons conseils, puis je les appuie à 100%. La complémentarité, c'est essentiel dans le monde des affaires. Puis c'est vrai, commencer jeune, on a le temps de se reprendre, c'est pas grave, on apprend. Fait que bref, très bon conseil, Phil. Hey, un énorme merci pour ton temps. J'espère que ça a aiguillé un paquet de personnes. Puis Phil, je souhaite longue vie à mesbobettes.ca. Excellent. Un gros merci là. Bye, Phil. Salut, bonne journée. Salut.